Alors là, on va reprendre une intervention Bluemind, comme je vous disais, un peu plus technique. Cette fois, c'est notre responsable qualité, Dominique Eo, ça se prononce Eo, qui va intervenir donc sur la façon dont on développe le logiciel Bluemind, comment on travaille, comment les différents experts que vous avez vus ici travaillent au quotidien. Merci Leslie. C'est bon, vous m'entendez bien? Merci d'être là. J'espère que vous avez bien déjeuné et que le repas n'est pas trop sur votre estomac. J'ai besoin de toute votre attention. Mais je vais faire de mon mieux de façon à ce que la présentation soit le plus accessible possible. Je vais décider d'aller un peu vite sur certaines phases. Si jamais ça vous intéresse, il y aura quelques questions après la présentation. Vous n'hésiterez surtout pas à les poser ou à venir me parler après la présentation. Donc, dans cette présentation, la production du logiciel Bluemind. Donc moi, je suis Dominique Eo, je m'occupe de l'usine logicielle Bluemind. Donc Bluemind, vous connaissez maintenant. À l'intérieur de Bluemind, à l'intérieur de l'entreprise Bluemind, il y a une réelle usine logicielle sur laquelle un ensemble d'acteurs jouent un rôle de façon à produire du logiciel qui va fonctionner dans tout un ensemble d'environnements. Moi, je m'occupe d'outiller et d'adresser les besoins de cette équipe. Alors, donc, je vais commencer par parler un petit peu de la profession de Bluemind, profession éditeur. Je parlerai un petit peu de Bluemind, le logiciel, c'était pour ne pas oublier tout ce qu'on entend autour de Bluemind. Et enfin, je vous présenterai l'usine rapidement. Donc, on a parfois une conception un peu erronée de ce que c'est développer un logiciel, être éditeur d'un logiciel. Donc, on peut imaginer qu'il y a un processus très linéaire comme ça, avec un développement qui est fait et quand on est prêt, on va sortir une version. Donc évidemment, je ne vous l'apprends pas, que ça ne se passe pas comme ça. Ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire il y a tout un ensemble de développements qui peuvent correspondre à de nouvelles fonctionnalités, à des corrections de bugs. Ces développements vont se faire très souvent en parallèle par différents bouts de notre équipe. Et puis ces développements vont être recettés en interne et ensuite merger sur différentes versions. On est éditeur de logiciels, on est obligé de gérer des versions de notre logiciel qui vont être déployées chez nos partenaires, chez nos clients, pour que les utilisateurs puissent avoir quelque chose qui fonctionne, et ce qui fonctionne sur le long terme. On est obligé de gérer, de fait, ces versions-là sur le long terme, de façon à ce que les utilisateurs puissent avoir une continuité de service, même s'ils ne peuvent pas toujours être sur la dernière version qui est sortie. Donc, vous avez entendu parler du code de Bluemind, vous avez entendu parler du produit Bluemind. Sylvain a dit ce matin que Bluemind, ce n'était pas seulement un produit, c'était une solution. Et cette solution, elle fonctionne dans un contexte, le logiciel, avec tout un ensemble de paramètres qu'il faut qu'on prenne en compte, parce qu'il ne s'agit pas seulement que ça fonctionne à un instant T, mais que ça continue à fonctionner sur le long terme. Et ces paramètres étant mouvants, je vais vous les présenter là. Et ensuite, dans la partie de la présentation usine, je vais vous présenter comment on fait de façon à gérer tous ces paramètres mouvants. Donc d'une part, il y a évidemment tous les navigateurs du marché qu'on est censé supporter. Il y a les smartphones, donc vous connaissez iOS, Android, et en plus, Bluemind interagit avec eux à travers des services qui sont censés être standards, mais chaque fabricant de téléphone est légèrement différent, et donc il faut arriver à ce que ça fonctionne sur un maximum de plateformes. Il y a évidemment les clients mail, donc vous avez entendu parler longuement d'Outlook, de Thunderbird, et donc on a symbolisé là qu'il fallait gérer ces clients sur le long terme, c'est-à-dire régulièrement ça arrive que en utilisant la version bêta de Thunderbird ou en suivant un petit peu le processus de développement, on s'aperçoit qu'il fallait qu'on reprenne entièrement la façon dont on développe notre interaction avec tel ou tel outil. Il faut qu'on anticipe de façon à ce que, quand la nouvelle version est publiée, le client ait un Bluemind qui continue à fonctionner. Évidemment, on laisse à nos partenaires le choix de distribution pour l'installation de Bluemind. Donc ça fait, on gère sur certaines versions de Bluemind jusqu'à 8 distributions différentes. Donc il faut que ça fonctionne, quelles que soient les langues des clients. Il faut que tout ceci vienne avec un ensemble de documentation, que ce soit la documentation utilisateur final, documentation administrateur, documentation technique pour le développement. Donc tout ça, ça fait partie des livrables. Ce n'est pas juste des choses qu'on fait après coup pour qu'on puisse utiliser Bluemind, ça fait vraiment partie du cœur du process de développement. Quand on parle de développement, on parle de ça aussi.
Donc là, il y a écrit langage, mais c'est plus API, c'est-à-dire la façon dont on va publier également des clients Bluemind pour que nos partenaires ou possiblement n'importe quel utilisateur avec des connaissances techniques puisse brancher son Bluemind avec son portail, avec son outil de filtre d'anti-spam, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et pour finir, il y a l'écosystème Bluemind, donc que vous connaissez peut-être. Il y a le portail All Bluemind, si vous avez interagi avec nous d'une manière ou d'une autre. C'est un portail dans lequel vous créez un compte qui vous donne un accès single sign-on avec tout un ensemble d'outils qui vous permettent de créer des tickets, les suivre, voir la documentation, accéder à des pages de téléchargement du logiciel. Il y a le marketplace où nos partenaires peuvent publier leurs add-ons, où un administrateur de Bluemind peut aller télécharger une brique fonctionnelle qui va améliorer son Bluemind. Il y a tout ça, il y a l'espace partenaire où les partenaires peuvent aller récupérer les outils de migration dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est des outils qui font partie du contexte de Bluemind qu'il faut qu'on développe et qu'on maintienne sur le long terme. Donc quand on parle de Bluemind, on a tout ça en tête. Donc c'est pas seulement c'est pas ce à quoi forcément on pense quand on pense à un logiciel de messagerie, mais pour nous, pour notre métier d'éditeur, il faut gérer tout ça. Donc comment on s'y prend? D'abord, admirer la vue d'artiste de l'usine Bluemind, qui est donc située à la Bèche, à côté de Toulouse, et on est ravis de vous accueillir si jamais vous passez dans le coin. Donc, qu'est-ce qui rentre dans cette usine? Ce qui rentre dans cette usine, c'est des demandes qui sont portées par les utilisateurs ou par des appels d'offres ou des prospects. Donc, c'est tout un ensemble de demandes qu'il faut gérer et hiérarchiser. Donc, pour ce faire, on a mis en place des processus qui consiste à mutualiser les demandes, donc parce que souvent les utilisateurs ont des demandes qui vont se ressembler un petit peu, ou qui vont aborder différentes facettes d'une même problématique. Donc on a mis en place un outil qui s'appelle la Suggestion Box, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait partie du portail All Bluemind dont je parlais tout à l'heure. Les utilisateurs peuvent ouvrir des tickets, mais on les encourage plutôt à aller regarder si un autre utilisateur n'a pas ouvert une suggestion qui ressemblerait et à commenter, à voter, de façon à mutualiser les demandes et à nous faire remonter nous faire avoir une vision claire que tel besoin il est au cœur des problématiques des utilisateurs. Donc celui qui chez nous est responsable de cette vision et qui est garant de la cohérence fonctionnelle de Bluemind, c'est le Product Owner. Ce rôle correspond à un rôle agile, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les méthodologies agiles, mais l'idée c'est que c'est à l'intérieur de Bluemind, c'est vraiment, on va intégrer la responsabilité fonctionnelle de la couverture de Bluemind. On va recevoir tout un ensemble d'inputs qui vont exprimer un besoin, et nous, ce besoin, on va l'intégrer, on va le faire vivre, on va l'assumer en interne. Et ces différents besoins, on va les mettre dans le backlog, qui est la porte d'entrée de notre usine de production logicielle. Donc maintenant, on va regarder un petit peu notre outillage, on va rentrer à l'intérieur de l'usine et on va regarder différents outils. Donc là, c'est vraiment un peu le tour opérateur. Donc on rentre, on attache les ceintures dans le petit train et on va passer dans les différentes pièces de l'usine. Et on commence par donc, la Suggestion Box. Donc c'était un peu en amont. Donc vous voyez, il y a un ensemble de demandes avec des votes, plutôt que d'avoir 75 utilisateurs qui nous disent « Ah, on aimerait bien pouvoir attacher un fichier, un événement dans le calendrier ». Ben, du coup, les utilisateurs ont exprimé clairement que ça fait partie que c'est une demande qui est partagée. On va suivre un petit peu cette demande dans l'écran suivant. Ça, c'est notre backlog. Le Product Owner a accepté cette demande et du coup l'a placée dans les priorités. Donc il y a tout un ensemble de ce qu'on appelle de stories, qui sont des fonctionnalités qu'on va hiérarchiser en fonction des priorités qui peuvent dépendre de notre roadmap, dont vous entendrez parler dans les présentations qui vont suivre. Et on peut aussi les mettre un petit peu en attente parce qu'on a d'autres priorités. Voilà. Donc on fait ça
aussi bien pour on commence en fait par un cycle de spécification, donc c'est un autre écran, et ensuite, quand les spécifications sont mûres, parce qu'on va consulter de façon à avoir un besoin qui vraiment va répondre à un maximum de problématiques utilisateurs, et ensuite on va démarrer le développement une fois que ces problématiques sont bien comprises. Attendez une seconde. Oui, j'ai un petit problème dans mon ordre de slide, excusez-moi. Donc cet écran-là, c'est notre board de développement, c'est-à-dire... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc on a vu cet écran-là, donc là on est ici en fait. On est ici et maintenant on rentre dans l'usine. J'ai un peu anticipé tout à l'heure. Donc vous avez vu l'usine, on va zoomer dessus. Et donc à l'intérieur de l'usine, il y a des cycles qui vont se mettre en œuvre. Donc ces cycles correspondent à un développement itératif. Donc je sais que vous avez entendu parler peut-être de méthodologie agile. Donc il y a la prise en compte du besoin qui va être intégrée en interne. Et une fois que le besoin est spécifié, on va démarrer du développement, de la documentation. Et suite à quoi, on a du code qui est produit. Ce code va être envoyé dans l'intégration continue. C'est un ensemble d'outils qui vont construire le logiciel, le valider. La validation va également être faite par les porteurs de besoins au niveau de la spécification, de façon à pouvoir éventuellement ajuster, faire évoluer le besoin et un jour aller vers la publication. Donc il y a cette itération est très importante pour nous. Donc, au niveau du développement, donc au cœur du développement, on a un board comme ça, avec des tâches, on a des stories et des tâches. Les utilisateurs les développeurs vont prendre des tâches et les faire avancer dans le board. Ça correspond à un outil de genre Trello, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très utilisé, mais qui vient vraiment du développement logiciel, avec des colonnes à faire, en cours, fait et à valider. Donc ça, c'est une colonne que vous n'avez pas forcément sur votre board Trello. Et ensuite, c'est fait. Et donc, une story est découpée en tâches, les tâches sont prises par les développeurs, et quand toutes les tâches sont finies, la story est terminée. Quelque chose qui est important pour nous, c'est que c'est un board Kanban. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthodologie, mais l'idée, c'est d'avoir un maximum de tâches dans ces colonnes, de façon à garantir que l'équipe est concentrée. On ne se disperse pas dans un ensemble de choses, on essaye de travailler sur un minimum de story, pour qu'elle passe à travers le board le plus vite possible. C'est un de nos indicateurs d'efficacité, c'est le work in progress et le temps de cycle, c'est-à-dire le temps que mettent les stories à passer d'un côté à l'autre du board. Donc les développeurs vont communiquer entre eux, au moment où ils prennent en charge le développement, ils vont commencer à travailler sur une fonctionnalité et ils vont échanger en faisant des pull requests, c'est-à-dire que le code, il n'est pas simplement écrit pour être exécuté. Le code, avant toute chose, il est lu en interne, partagé. Il y a une responsabilité commune du code, de façon à ce que ce qui sort et qui fait partie du code open source Bluemind, ce soit vraiment assumé par l'équipe comme étant le code de Bluemind de l'équipe, pas simplement le code d'un tel qui effectivement va marcher, mais doit pouvoir être modifié, amélioré par quelqu'un d'autre dans l'équipe, éventuellement dans un temps long. Donc il ne s'agit pas simplement d'écrire quelque chose qui va marcher à un instant T, mais d'écrire quelque chose qui prend en compte des préoccupations qui dépassent clairement ce que peut avoir en tête un développeur, mais toute l'équipe est censée regarder le code, intervenir, poser des questions, de façon à ce qu'on soit tous d'accord sur ce qu'il faut faire et la façon dont on le fait. Une fois que le code est écrit, on l'envoie donc dans l'intégration continue. Donc intégration continue, c'est-à-dire le code qui est produit va être intégré avec toutes les parties qu'on a vues ici. C'est-à-dire l'intégration continue, c'est un serveur qui va aller vraiment construire les différents petits bouts, le brancher avec toutes ces choses qu'on a vues et valider derrière, il va faire des tests automatiques pour être sûr qu'on n'a pas cassé quelque chose, qu'on n'a pas de régression. Donc vous voyez que ça c'est un développement. Donc il y en a, vous vous rappelez au début, ici les développements, il y en a plein. Sur chacun de ces développements, sur chacune des petites flèches comme ça, on a l'intégration continue qui va prendre l'état du code et qui va le construire, lancer des tests dessus et donner des résultats. Donc vous voyez, ça se fait dans cet ordre-là. Donc là,
on a quelque chose qui n'a pas fonctionné, enfin qui est rouge, qui a des indicateurs auxquels on a accès si on clique dessus, des tests en régression, du code, de la couverture de code qui n'est pas suffisante. Et au fur et à mesure, on va arriver sur quelque chose qui va correspondre au cahier des charges qu'on s'est fixé et qui peut être passé à la validation manuelle par le porteur du besoin. Donc là, on a un autre type d'indicateur qui correspond à une analyse statique de code et à un test et à une couverture de tests. C'est-à-dire le code qu'on écrit, il est couvert par un ensemble de tests unitaires, de tests d'intégration, pour être sûr qu'il n'y a pas de régression, qui sont passés automatiquement. Donc cet indicateur nous permet de voir qu'ici, par exemple, il y a un composant qui n'est pas suffisamment couvert. Là, ça va, voilà. Donc l'idée, c'est pas d'aller vers 100% de couverture, mais c'est de contrôler ce qui passe, ce qu'on produit, de façon à ce que la qualité soit la meilleure possible. Donc tout ceci se fait, notre serveur d'intégration continue, c'est Jenkins, donc tout se fait dans une plateforme orchestrée par ce serveur d'intégration continue. Donc on a un ensemble de builds qui correspondent aux différents développements, et ces développements, quand ils passent les premiers tests, donc on les rassemble en périmètre fonctionnel, ils deviennent des candidats pour des releases. Mais avant de passer et de devenir vraiment une release, il faut qu'il passe par toutes ces étapes. Donc l'exécution de tests unitaires, tests d'intégration. Donc les tests unitaires, c'est au niveau du code. Ils sont développés par les développeurs comme les tests d'intégration, en même temps que le code. Les tests d'intégration sont différents parce qu'ils intègrent l'interaction avec d'autres services, typiquement une base de données, un serveur LDAP. Et ils le font en utilisant Docker, donc de façon à avoir des environnements légers, reproductibles. Et ensuite, on a des tests black box, c'est-à-dire on a un Bluemind qui est construit, qui va être déployé automatiquement sur un serveur, et on va avoir un pilotage, une automatisation de navigateurs qui vont aller opérer des scénarios d'utilisation de façon à être sûr que quand on crée un événement, qu'on invite quelqu'un, la personne en question va bien recevoir un mail. Quand elle va répondre qu'elle n'est pas disponible, il va avoir une réponse, l'ordinateur aura une réponse. Tout ça, c'est fait automatiquement. On a également des tests de performance de façon à garantir qu'un changement architectural éventuellement profond ne va pas poser de problème pour des déploiements un peu importants. Et une fois qu'on est ici, donc là on est au terme de la validation automatique, on met en place des campagnes de ce qu'on appelle en interne des text acceptance, qui sont plutôt des exécutions de cahiers de recettes qui décrivent le fonctionnement attendu de Bluemind, et on a des opérateurs humains, des testeurs, qui vont aller regarder et valider que Bluemind correspond bien au cadre fonctionnel qu'on s'est fixé. Et à ce moment-là seulement, on pourra envisager de faire une release 3.5, une release 4, en fonction du cadre fonctionnel, du périmètre fonctionnel qu'on s'est fixé. Voilà, donc là, on a vu ces différentes étapes, on a vu ce cycle, et donc quand, pour une fonctionnalité donnée, on arrive au bout, c'est pas forcément fini, parce qu'on peut tout à fait avoir un besoin qui va évoluer. Quand on va montrer une démo d'un développement au porteur de besoin, ça peut lui donner de nouvelles idées, donc ça, on en est conscient. C'est pour ça que c'est très important d'incarner ce besoin en interne, et que ce cycle est au cœur de notre métier. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous a parlé et que c'était pas trop technique. Non. Est-ce que vous avez des questions? Le temps qu'on change de PC, on peut prendre quelques questions si vous voulez. Oui, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est la compatibilité donc, de Bluemind avec les différents navigateurs, s'il vous plaît? Alors, on supporte les versions courantes de Firefox, Chrome, Internet Explorer, le dernier, c'est à partir du 10, pardon, 10 et 11, du coup, Edge, Safari, voilà, sachant que nos préférés, c'est quand même Firefox et Chrome. Voilà. Une petite dernière question. Bon, alors, merci beaucoup. Dominique.